La tentative des Allemands de saigner à blanc l'armée française fonctionne étonnamment bien. L'effet de surprise est total, et les premières lignes de défense sont enfoncées, faisant perdre des dizaines de milliers d'hommes aux Français. La bataille devenant une catastrophe totale pour l'état-major, qui, à cause de son incompétence, est obligé d'engager toutes ses réserves pour contenir les Allemands. Finalement, l'objectif est atteint par les Allemands, l'armée française devenant paralysée de par les pertes humaines et les mutineries qui s'ensuivent, celle-ci devenant incapable de mener une offensive ou de contre-attaquer. Quelques mois plus tard, une nouvelle offensive allemande, cette fois-ci dans le nord de la France, épuise cette fois-ci totalement le corps expéditionnaire anglais en infériorité numérique, les Français n'étant en effet plus en mesure de leur envoyer des renforts conséquents. Ainsi, en quelques semaines, les lignes de l'entente s'écroulent et la France est envahie de toutes parts. À la fin de l'année 1916, Paris devient en état de siège et les troupes anglaises et françaises sont repoussées vers le sud. La position intenable des Anglais les obligeant d'ailleurs à rembarquer début 1917 et à laisser seule une armée française en pleine débâcle et en rébellion contre son état-major à cause de ses nombreuses pertes. Ainsi, le 6 février 1917, le gouvernement français est obligé de signer un humiliant armistice avec l'Allemagne. Ainsi, grâce aux troupes allemandes revenues du front français, les Italiens qui sont entrés en guerre en 1916 aux côtés de la France et de l'Angleterre cèdent rapidement dans les mois suivants face à la Triplice. De son côté, la Russie, elle, subit alors une révolte générale de sa population et est obligée de signer le traité de paix de Brest-Litovsk, terminant définitivement la guerre à l'est de l'Europe. L'Angleterre et le Japon sont ainsi les seules puissances encore en guerre contre l'Allemagne, mais ne pouvant en réalité ne poser aucune menace réelle pour celle-ci. Les effets de la paix sont ainsi catastrophiques pour l'entente, la défaite étant totale. La France se voit ainsi amputée d'une grande partie de ses colonies au bénéfice de l'Empire allemand, qui récupère un grand nombre de territoires en Afrique. Le reste de la Lorraine est quant à lui annexé, et des indemnités de guerre énormes sont imposées aux Français. La Belgique de son côté voit quant à elle carrément une partie de ses territoires à l'est rattachés à l'Allemagne, et son empire colonial complètement démantelé au profit de celle-ci. Au sud, l'Italie, unifiée depuis peu, est démantelée de nouveau par l'Autriche-Hongrie, qui veut garder la péninsule sous contrôle. Des républiques et des duchés correspondant à d'anciennes entités comme la République des Deux Siciles ou les États pontificaux apparaissent ainsi. Au nord, en Russie, le traité de Brest-Litovsk combiné à la défaite de la France durcit la position de l'Allemagne, qui crée plusieurs États satellites pour créer une zone tampon en cas de nouvelle guerre. La Russie étant par ailleurs plongée en pleine guerre civile, opposant principalement les bolcheviks russes, ceux que l'on appelle les rouges, à ceux que l'on appelle les blancs, des partisans du tsar. Enfin, l'Empire ottoman, lui, récupère quelques territoires dans le Caucase et la Libye. Finalement, la guerre s'éternisant et n'ayant aucune chance de victoire, en 1920 la Grande-Bretagne signe finalement ce que l'on appelle la paix honorable, qui termine ainsi définitivement la Grande Guerre après 6 longues années de combat. L'empire colonial anglais n'est pas démantelé contrairement à la France, seulement quelques territoires étant donnés à l'Allemagne. Les États-Unis quant à eux sont ainsi restés en dehors de la guerre tout au long du conflit sans intervenir, et regardent de loin la situation évoluer en Europe tout en continuant leur politique isolationniste. Ainsi, contrairement à la réalité, l'Europe de ce scénario est complètement changée, que ce soit au niveau des mentalités, de la politique ou des territoires. L'Allemagne du Kaiser est désormais la première puissance mondiale incontestée, et étend son influence en Europe centrale et à l'Est via ses États satellites, ainsi que de plus en plus sur une Autriche-Hongrie qui a du mal à rester unie. L'Empire ottoman, lui, ne s'est pas écroulé et continue tant bien que mal d'essayer de retrouver sa puissance d'antan. L'Italie, divisée, entre pour sa part dans une guerre civile, tandis que les différentes factions nationalistes, bolchevistes, pro- ou anti-autrichiennes se déchirent le pouvoir. Une guerre civile, tout comme celle de la Russie, où là aussi le chaos fait place. La France, pour sa part, qui a toujours eu une grande influence dans la vie politique du continent, est également déchirée entre deux grandes factions importantes, qui tentent par tous les moyens, même violents, d'accéder au pouvoir. D'un côté, les Ligues nationalistes, un regroupement de partis d'extrême droite composé en majorité de vétérans de la guerre, qui, à travers des actions politiques violentes, espèrent faire retrouver à la France son honneur perdu durant la guerre, et de l'autre, l'Union des travailleurs de France, une faction à tendance bolchevique radicale, inspirée des révolutionnaires russes, qui souhaitent faire entrer la France dans la révolution prolétarienne internationale. Le destin du pays qui possède encore une puissance certaine et qui souhaite se relever influencera sûrement celui de toute l'Europe. Mais selon vous, qui des bolcheviks ou des nationalistes a le plus de chances d'accéder au pouvoir? Eh bien le choix est à présent vôtre.